Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série Ask Neroli sur mon métier d'infirmière. Je m'étais lancée dans cette vidéo en fait il y a quelques mois, je crois que ça fait peut-être même plus d'un an, sans véritable conviction. Je me demandais si ce que j'allais vous raconter allait vous intéresser, et en fait ce sont les vidéos qui ont quasiment celles qui ont le plus de succès sur ma chaîne parmi d'autres. Mais en tout cas sur ce thème j'ai été vraiment impressionnée, je pensais pas que ça intéresserait tant de monde. Et en fait, donc moi je me suis lancée dans mes études d'infirmière à l'âge de 19 ans. Et à l'époque, dans ma famille, dans mon entourage, personne n'exerçait ce métier. Donc j'essayais de trouver des infos par-ci par-là. Mes parents, enfin mon père à l'époque était soigné par un infirmier qui venait à la maison, et donc lui m'avait pas mal aidé sur mon orientation, etc. Mais moi j'avoue qu'à l'époque j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide. Alors je dis pas que les personnes qui m'envoient des mails ou quoi, je change leur vie, je réponds à toutes leurs questions et puis leur avenir est métamorphosé, pas du tout. Mais je me dis que si je peux vous aider à ce niveau-là, ça me fait super plaisir. Donc en fait vous êtes très nombreuses à m'envoyer des mails à ce sujet. Je dis nombreuses parce que la majorité sont des jeunes filles. Et j'en reçois, je crois, au moins 2 ou 3 par jour. Donc je fais l'effort de répondre à tout le monde, parce que ça me fait d'ailleurs super plaisir de pouvoir vous aider. Mais je trouve que de temps en temps, faire une vidéo sur les questions les plus posées, ça peut être intéressant. Déjà pour ceux qui n'osent pas m'envoyer de mail, parce que je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui n'osent pas. Et puis peut-être pour d'autres personnes par curiosité qui sont intéressées éventuellement par ce milieu. Donc voilà, je vais répondre à des grands thèmes, des questions qui reviennent assez régulièrement. Et puis à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est en gros, raconte-nous ta journée type dans le service dans lequel tu travailles. Donc je vous avais déjà fait une petite ébauche de cette question il y a quelques temps, mais je crois que les personnes qui m'ont posé avaient vraiment envie que je rentre bien en détail dans le sujet de cette question. Donc pour info, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis infirmière en salle de réveil et en soins intensifs. Donc je suis dans un service qui couple les deux, et en fait en fonction de l'horaire que je fais, en fonction de l'activité, parce qu'il y a des jours où les soins intensifs ne reçoivent personne, etc., je suis d'un côté du service ou de l'autre, sachant que les deux services ne sont pas séparés par un mur ou une cloison ou quoi que ce soit. On a vraiment comme une grande pièce qui est séparée en deux parties. Mais quand je suis côté salle de réveil, je peux très bien donner un coup de main à ma collègue côté soins intensifs et vice versa. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Je travaille de jour et de nuit, donc moi je suis majoritairement de jour par choix, mais dans le service dans lequel je travaille, on est obligé de faire environ une semaine de nuit par mois, et inversement pour les filles de nuit qui doivent faire à peu près une semaine de jour par mois. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc les horaires, je peux commencer à 6h, à 8h, à 11h, à midi, 14h. Après quand je fais de nuit, je commence soit à 19h, soit à 21h en fonction si c'est la semaine, les week-ends. Donc j'ai des horaires qui sont très variés, je travaille le week-end aussi. Ouais, ça je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est très propre à l'organisation de mon service. Quand je suis côté salle de réveil, j'arrive à peu près au moment où les premiers patients commencent à sortir du bloc opératoire. Donc le bloc opératoire est situé juste à côté de mon service. De toute façon, dans tous les hôpitaux, ça fonctionne comme ça. La salle de réveil est collée au bloc opératoire. Enfin, en tout cas, je vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement. Mais voilà, mon service est vraiment à côté du bloc. Donc là où je travaille, il y a 7 ou 8 salles de bloc opératoire. Et donc on accueille les premiers patients à partir de... Alors ça dépend tout à fait des interventions qu'ils ont eues, mais les premiers patients sortent autour de 8h. Et les opérations commencent autour de 7h30. Et donc il y a des interventions qui sont très courtes. J'arrive pas à vous trouver d'exemple, mais des ablations de grains de beauté, des amygdales, des petites choses comme ça qui sortent très vite du bloc opératoire. Donc dans le service dans lequel je travaille, les patients sortent extubés. Ça veut dire qu'ils ont été réveillés au niveau du bloc opératoire par l'anesthésiste qui était avec eux. Donc les produits anesthésiants sont coupés, on les réveille progressivement, et le tube qui leur sert à respirer pendant l'intervention est enlevé. Donc quand ils arrivent dans mon service, ils sont soit complètement extubés, soit ils arrivent avec ce qu'on appelle un masque laryngé, qui est une sorte d'intubation, enfin une sorte de sonde d'intubation, mais qui va beaucoup moins profond dans la trachée, et qui peut rester en place pendant quelques minutes après l'intervention, et que donc nous on retire en salle de réveil. Donc les patients sont ventilés d'eux-mêmes, donc voilà, ils n'ont plus de respirateurs pour les aider à respirer. Pour autant, c'est pas forcément des gens qui sont conscients. En anesthésie, il y a plein de... Alors, moi je suis pas anesthésiste, donc je ne vais pas pouvoir trop vous expliquer, mais il y a plein de petits critères qui vous permettent de savoir si le patient respire spontanément. Voilà, il y a plein de paramètres de surveillance, etc. Donc la plupart du temps, ils arrivent donc en respirant spontanément, mais très lentement la plupart du temps, puisqu'ils ont encore le sang qui est un petit peu baigné par ces produits, et la plupart du temps, ils n'ont pas d'état de conscience, donc ils sont encore endormis quand ils arrivent dans le lit.
Donc on les installe tout de suite en salle de réveil, donc on fait le transfert sur le lit, on les installe en salle de réveil. On leur place tous les appareils de surveillance, donc ils ont 3 électrodes pour surveiller le rythme cardiaque, un brassard à tension qui prend la tension donc automatiquement, et un capteur donc un saturomètre, donc une pince qu'on place au bout du doigt qui nous sert à voir le taux d'oxygène qui circule dans le sang. Ça, c'est l'équipement classique, je vais dire, pour toutes les personnes qui sortent du bloc opératoire. Et puis, si c'est des gens qui vont en soins intensifs, on a des gens qui sortent avec des pousse-seringues avec noradrénaline, adrénaline, etc. Il y a des patients qui sortent avec des cathéters artériels, donc des sondes qui sont situées dans l'artère, la plupart du temps, c'est l'artère radiale, donc celle qui est juste ici, qui nous sert à monitorer la pression artérielle en continu. Donc ça aussi, c'est d'autres réglages. Puis après, tous les équipements qu'ils peuvent avoir, donc drains thoraciques, drains divers et variés, bandages, pansements, attelle, plâtre, sonde urinaire, sonde suspubienne, voilà, il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'équipements différents, sonde nasogastrique, sonde d'alimentation, bon voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà à peu près ce qui se passe. Donc on les installe, on est toujours 2 au moment de l'installation, enfin en tout cas on essaye d'être 2, ce qui est plus confortable, plus agréable, et puis c'est un moment où beaucoup de choses peuvent se jouer, un réveil difficile, une douleur très forte, donc on est souvent 2 infirmières à ce moment-là, pendant qu'une 3e est en train de préparer les injections. Ça c'est le tableau idéal, il y a plein de moments où ça se passe pas du tout comme ça, puisqu'on est rarement 3 à être disponible pour un patient, en tout cas quand il sort du bloc. Donc bon, on compose, on fait différemment, on essaye d'appeler quelqu'un juste pour qu'il prépare un antalgique puissant pour le moment, l'instant T, et on installe le patient. Donc il faut qu'on règle tout un paquet de paramétrages dans la machine, donc le scope, qu'on appelle le scope, qui surveille donc les paramètres du patient. Donc comme je vous ai dit, le pouls, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la saturation d'oxygène. En fonction, on met de l'oxygène ou on n'en met pas, on met de l'oxygène avec des lunettes, donc uniquement les 2 petits trucs dans le nez, ou alors avec un masque ou un masque à haute concentration. On met en place les perfusions, alors si c'est quelqu'un qui a très mal, on lui fera des médicaments pour traiter la douleur en urgence, donc morphine ou dérivé de la morphine. On peut passer aussi au kétalar, donc à la kétamine. Voilà, tout un arsenal de guerre pour se traiter la douleur. Et puis pour quelqu'un qui n'a pas de douleur, ou qui en tout cas n'en a pas pour le moment, on passe tout d'abord les antalgiques qui sont prescrits en systématique. Donc paracétamol, anti-inflammatoire, antalgique de palier 2. Et eux, on les place en systématique, on n'attend pas que le patient nous dise qu'il est mal pour pouvoir s'en occuper. Et puis après, c'est toutes les surveillances qui vont autour, donc on fait le relevé de tous les pansements, de tous les drains, donc là c'est la découverte, puisque rien n'est noté dans le dossier, donc c'est à nous de soulever les draps, de regarder à peu près comment ça se passe. Et puis si un pansement saigne, on va revenir vers ce pansement pendant 1 heure toutes les 5 minutes. Si un drain se met à donner également, on va rester à côté, on va vérifier qu'il ne se mette pas trop à donner. S'il y a des chutes de tension, on a également des médicaments d'urgence pour faire remonter la tension. Il y a des risques d'arrêt cardiaque, il y a des risques de relargage. Donc c'est des gens qui sont réveillés mais qui se rendorment. Donc voilà, c'est un peu la magie de l'organisme humain. Donc voilà, il y a beaucoup de surveillance de ce côté-là. On vérifie que les gens respirent, on vérifie que leur cœur bat bien. Et puis voilà, toutes les prises en charge un peu d'urgence qui se passent en salle de réveil. Et puis en soins intensifs, c'est plus compliqué parce que c'est des interventions qui sont plus lourdes, donc on a encore plus de choses à surveiller. Et voilà, on organise ces surveillances, en tout cas elles sont notées sur des dossiers toutes les 15 minutes, en tout cas dans le service dans lequel je travaille. Mais par exemple la tension est prise automatiquement toutes les 5 minutes et nous on est de toute façon toujours à côté des patients. Et de toute façon on règle les alarmes des scopes en fonction de ce qu'on recherche. Donc par exemple un médecin me dira: ce monsieur il faut absolument pas qu'il ait une tension qui dépasse 15, ben, je vais régler mes alarmes sur mon scope et de toute façon si la tension passe au-dessus de cette limite, ça sonnera et donc je serai vraiment juste à côté. Les anesthésistes sont toujours à proximité puisque donc on travaille en salle de réveil qui est donc juste à côté du bloc opératoire. Donc si j'ai le moindre souci, il y a de toute façon toujours un anesthésiste de garde. Donc j'ai un numéro à faire, il viendra tout de suite me voir. Et si c'est un souci qui est moins urgent, donc quelqu'un qui me dit oh, je commence à avoir un petit peu mal, ça commence à se réveiller. Alors c'est urgent dans le sens où il faut que je m'en occupe, mais c'est pas de l'urgence vitale. Donc je vais aller moi au bloc opératoire et j'ai la tenue de toute façon pour m'y rendre. Et je vais voir l'anesthésiste en question et je lui dis: bah, votre patient juste avant, donc l'anesthésiste est en train de s'occuper d'un autre patient. Mais je lui explique: bah voilà, votre patient juste avant a mal, j'ai fait tous les médicaments que vous m'aviez prescrits, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc voilà, c'est un métier qui est super intéressant parce qu'aucune journée ne se ressemble. Vous avez beau trouver 2 patients du même âge, du même sexe, opérer de la même intervention, ils n'auront absolument pas les mêmes suites opératoires. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, j'ai des patients qui sont opérés, comme je vous disais, des amygdales, de l'appendicite, des dents de sagesse. Je peux avoir quelqu'un à qui on a enlevé un morceau de côlon, quelqu'un qui avait le tibia cassé, quelqu'un à qui on a enlevé une tumeur dans le cerveau, une cataracte, une chirurgie pulmonaire thoracique. Je peux avoir vraiment quelqu'un à qui on a enlevé le pancréas, une prothèse de hanche. Enfin voilà, c'est un métier qui est super varié, selon bien sûr l'endroit dans lequel vous travaillez.
Et en plus de ça, moi dans le service dans lequel je suis, on reçoit également les patientes opérées de césarienne, puisque dans ma clinique on a également une maternité. Donc ça c'était tout nouveau pour moi quand je suis arrivée, puisque tout ce qui était obstétrique c'était très abstrait, j'avais pas du tout vu ça de mes yeux, en tout cas à part une fois en stage, mais c'était vraiment, ça me rappelait plutôt mes études d'infirmière plutôt qu'autre chose. Donc c'est super intéressant puisque les surveillances sont très spécifiques, et voilà, c'est un métier qui est super varié, et en tout cas on s'ennuie pas. Dans mon service, on est amené à prendre en charge un groupe de 3 ou 4 patients en salle de réveil, à peu près pareil aux soins intensifs. On travaille toujours en collaboration les unes avec les autres, donc on laissera jamais quelqu'un galérer, on est toujours là à côté de lui, mais les patients qu'on prend en charge, on les prend en charge de A à Z. C'est moi qui fais les tours de constante, c'est moi qui pose les paires et qui ferai les transmissions à l'infirmière de l'étage, parce qu'on a remarqué que de toute façon, si on était plusieurs sur un patient, il y avait des informations qui étaient perdues. Donc il y a une infirmière référente par patient, mais après, c'est pas exclu de se donner des coups de main pour plusieurs choses. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Les médicaments nous sont prescrits donc par l'anesthésiste. Pour la douleur, on a des prescriptions, donc, comme je vous disais, en systématique, et puis des prescriptions on appelle ça en réserve, donc en fonction de la douleur. C'est à nous d'évaluer la douleur du patient et d'administrer les médicaments au bon moment, d'anticiper la douleur et d'être régulière. Par exemple, je vous donne un exemple, la morphine, si je fais 2 mg de morphine intraveineuse à un patient, si je fais pas et qu'il a toujours mal, si je fais pas la deuxième dose 5 minutes plus tard, ça n'a pas d'intérêt, puisque la première dose aura une durée d'action très courte, et donc c'est un patient qui va à nouveau avoir mal. Donc voilà, il faut une grande réactivité et puis savoir jongler entre les dossiers des patients, puisque les choses vont assez vite. Et moi, c'est un service qui me plaît énormément, puisque, comme je vous disais, c'est très varié, il n'y a aucune routine, et j'ai l'impression de ne jamais faire la même chose. Et du coup, j'ai l'impression que je ne ferai jamais le tour de ce service, puisque voilà, c'est super différent. Je travaille avec des dizaines et des dizaines de médecins. Les prises en charge d'urgence, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'adrénaline qui va avec, etc. Le petit stress, tout ça, moi, c'est quelque chose qui me botte. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de ma journée. J'espère que ça a pu aider celles qui se posaient des questions, enfin celles et ceux. Ensuite, on m'a posé des questions sur les compétences en pharmacologie. Quelqu'un m'a demandé si, en gros, le métier d'infirmier pouvait se rapprocher d'un métier de pharmacien ou de préparateur en pharmacie. Alors, c'est des métiers qui sont différents. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a 2 cursus différents. Mais quand vous êtes infirmier, donc vous êtes amené à administrer des médicaments aux patients. On ne vous oblige pas à connaître tous les médicaments, puisque moi tous les jours je découvre des nouveaux traitements que mes patients me sortent. J'ai dit, vous avez quoi comme traitement pour la tension? Ah ben j'ai du machin. Je dis, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc c'est à vous après d'aller vous renseigner. Donc en France on a le Vidal, qui est donc une sorte de gros dictionnaire avec l'intégralité des médicaments qui existent sur le marché français. En Suisse ça s'appelle le Compendium, donc c'est exactement la même chose. Et vous êtes obligé, vous êtes tenu d'aller voir ces médicaments, vérifier leurs contre-indications, leur mode d'action, leurs effets secondaires, par exemple les interactions médicamenteuses. Il y a certains traitements qu'on ne peut pas prendre avec tel autre médicament. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tous les connaître, mais bien évidemment, vous êtes obligé de connaître la base, donc en plus selon le service dans lequel vous travaillez. Alors moi dans mon service, en plus on en connaît énormément, puisque on jongle entre beaucoup de traitements différents. Donc je suis obligée de connaître le mode d'action, les contre-indications de la plupart des antalgiques, pareil pour les anticoagulants, pareil pour les médicaments d'urgence, donc tout ce qu'on appelle drogue, etc. Bien sûr, vous êtes tenu de le savoir, alors pas autant en détail que quelqu'un qui sera pharmacien ou préparateur, puisque c'est pas le cœur de notre métier, mais comme je vous disais, il faut savoir quand même la grande partie des effets secondaires, des interactions médicamenteuses, du mode d'action, etc. C'est très important, puisque si c'est vous qui l'administrez, c'est vous qui êtes censé en connaître, connaître le déroulement des événements par la suite. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Ensuite, on change encore de sujet, parce que j'ai mis toutes les questions les unes après les autres sur mon petit carnet. On m'a pas mal posé de questions sur la préparation du concours d'infirmier. Donc déjà on m'a demandé quelle prépa j'avais suivi pour préparer le concours d'infirmier. Donc moi, comme je vous avais probablement expliqué à l'époque, j'oscillais entre le métier d'orthophoniste et le métier d'infirmier, qui sont 2 métiers radicalement différents mais qui font partie de la même branche paramédicale, on va dire. Et ce sont 2 concours qui ont des matières en commun, donc j'avais choisi de préparer le concours d'orthophoniste, qui contenait à peu près toutes les mêmes étapes que le concours d'infirmier, donc la culture générale, les tests psychotechniques. C'est juste que dans le concours d'orthophoniste, il y avait en plus de ça des tests de grammaire, d'orthographe, mais c'était la formation la plus complète des 2. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Bref, j'étais dans une école qui s'appelait le cours Galien. Donc moi j'ai fait ça à Lyon 8e. Je me souviens plus du nom de la rue, mais c'est juste à côté de l'avenue des Frères Lumière. Est-ce que je vous recommande cette prépa? Oui et non, j'en ai pas été conquise. Moi j'ai trouvé que j'ai été bien préparée, que les profs étaient sympas, mais je pense que ça dépend beaucoup aussi des intervenants que vous pouvez avoir.
Je crois que c'est une prépa qui est assez chère. Je ne saurais pas vous dire combien ça avait coûté parce que moi j'ai eu la chance que mes parents puissent me financer mes études, donc je vous avoue que je me souviens pas de ce côté-là combien ça coûtait. Mais je vous le redis, une prépa infirmière de ce type-là n'est pas du tout nécessaire. Si vous avez envie de faire ce métier et que par exemple vous avez un métier déjà à côté qui vous prend du temps, vous êtes déjà salarié et que vous voulez préparer le concours à côté, sachez que c'est possible en se munissant des bons outils et surtout en étant régulier, en travaillant de la bonne façon. Vous pouvez tout à fait y arriver. Alors ça sera plus difficile qu'en faisant une prépa bien évidemment puisqu'il n'y aura personne pour vous prémâcher le travail. Vous n'aurez pas cet esprit de groupe, travail de groupe qui est parfois vraiment aidant quand vous préparez ce genre de concours, mais sachez que c'est possible. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander quels sont les livres entre guillemets indispensables pour préparer les concours. Alors moi j'en avais acheté plein, et puis en plus de ça, alors déjà j'en avais acheté qui étaient plus ou moins obligatoires, enfin la prépa nous obligeait à acheter ces livres, après ils nous avait donné aussi des fascicules, et voilà, j'étais un peu submergée de contenu de tous les côtés, mais il y a vraiment 2 ou 3 bouquins que moi je peux vraiment vous recommander qui m'ont été vraiment utiles. Premièrement, des annales. Il n'y a rien de plus efficace pour préparer un concours que de travailler le concours de l'année précédente pour que ça vous donne une idée des choses qu'on peut vous demander, de la façon dont il faut organiser sa pensée, etc. Donc ça fonctionne un peu comme au bac finalement. Les annales de concours, je trouve qu'on n'a vraiment jamais connu mieux pour pouvoir préparer un concours justement. Ensuite, le deuxième livre que je vous recommande, c'est un livre de tests psychotechniques. En fait, j'espère que ça n'a pas changé depuis que j'ai passé le concours, mais je crois qu'il y a eu quelques petites modifications, mais bref, si je ne dis pas de bêtises, dans le concours d'infirmier, à l'écrit, il y a 2 types d'épreuves. Une épreuve de culture générale, donc on vous pose des questions de santé publique sur des sujets assez variés mais d'actualité. Et un deuxième sujet avec des tests psychotechniques. Donc qu'est-ce que c'est que des tests psychotechniques? C'est des suites logiques, des masterminds, des réflexions mathématiques, du calcul mental, etc. Et ça vaut le coup de au moins connaître ces épreuves pour pouvoir s'y familiariser. Et de toute façon, rien de mieux pour préparer ces tests que d'en faire des dizaines, des centaines, des dizaines, tous les soirs. Au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme et ça sera très simple pour vous. À mon avis, c'est la meilleure façon de réussir ces tests-là. Plus vous en faites, plus vous les voyez, moins il y a de surprises, plus vous allez vite et plus vous en réussissez. Et le but au moment du concours, c'est d'en faire un maximum et puis de bien sûr avoir les bonnes réponses, mais c'est à peu près comme ça qu'on s'entraîne. Donc voilà, je vous recommanderais un livre d'annales déjà pour savoir à quoi s'attendre, un livre de tests psychotechniques, et ensuite pour tout ce qui est culture générale, donc je vous ai recommandé des dizaines de fois l'émission de Magazine de la Santé, qui est présentée sur France 5 par Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos, qui est une émission de vulgarisation médicale qui reprend les sujets de santé publique et l'actualité médicale en détail, mais avec des mots simples, et puis c'est présenté d'une façon très ludique. Moi, il m'arrive encore de regarder cette émission assez fréquemment. Alors pas tous les jours puisque j'ai pas le temps, puis je sais même plus à quelle heure ça passe, mais genre midi et demi et je suis jamais chez moi à cette heure-là. Mais il m'arrive de regarder des replays, c'est une émission que je trouve vraiment passionnante. Donc voilà, je vous la recommande, c'est une émission qui est vraiment très utile. Et puis ensuite, si vraiment vous voulez des formats papier, sachez qu'il existe des revues de l'infirmière, dont notamment une qui s'appelle Soins, au pluriel. Je crois que c'est une revue qui est sur abonnement, puis qui n'est pas donnée, mais vous pouvez la trouver notamment en bibliothèque, donc penchez-vous sur cette question-là. Et puis en dehors de ça, je vous recommanderais peut-être des revues type Sciences et Avenir qui parlent des progrès de la médecine, etc. Et qui peuvent vous aider à disserter sur ces thèmes de santé publique qui sont pas toujours très faciles. Ensuite, au niveau des stages, plusieurs personnes m'ont demandé si les stages qu'on fait au cours des études d'infirmière étaient des stages dits réalistes. Alors oui, et 1000 fois oui, ce sont des stages réalistes pour la simple et bonne raison que vous vous rendez sur le terrain dans des services qui sont réels et que, en règle générale, les infirmières ne vous épargnent pas du tout du quotidien et de la difficulté du métier. Donc on vous met dans le vif du sujet tout de suite, on vous fait travailler avec des vrais patients, des vrais problèmes, des vrais médicaments. Donc je pense que vous allez très vite vous rendre compte de la réalité du métier et peut-être des côtés pas forcément tout roses du métier également, mais il faut aussi passer par là pour comprendre ce qu'est la profession d'infirmière. Donc oui, ce sont des stages qui sont très réalistes. Vous êtes aussi mis face à des problèmes qui arrivent de plus en plus et notamment, enfin moi je travaille en Suisse mais je sais qu'en France c'est de pire en pire, hein, les réductions de personnel, l'absentéisme qui n'est pas remplacé, les départs à la retraite et les congés maladie qui ne sont pas remplacés, donc des infirmières qui ont du travail par-dessus la tête, donc c'est un encadrement qui n'est pas facile. Moi quand j'étais étudiante, quand j'étais à l'école, je trouvais que certaines infirmières dans certains stages étaient très dures avec nous. Elles avaient du mal à nous faire confiance, ou alors j'avais l'impression qu'elles essayaient de nous tester. Vraiment, il y avait des personnes à qui j'en voulais. Je trouvais que vraiment certaines infirmières nous mettaient vraiment pas en bonnes conditions pour apprendre le métier.
Maintenant que je suis infirmière, je peux pas dire que j'excuse, je peux pas dire que je comprends ce comportement, mais enfin en tout cas non, je l'excuse pas, mais je le comprends. Les conditions de travail sont vraiment de pire en pire. Les réductions de personnel, ouais, de plus en plus de charges de travail par infirmière. Donc c'est aussi leur rôle de vous montrer la réalité du travail, de vous montrer que le travail d'infirmière n'est pas un métier tout rose. Et je vais revenir juste après sur un commentaire que l'une de vous m'a laissé sur le blog et qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai trouvé très intéressant de vous présenter. Donc voilà, les stages sont très réalistes. C'est des stages qui sont pas simples parce qu'en plus il faut une grande faculté d'adaptation. On vous oblige plus ou moins à être à l'aise dans tous les services dans lesquels vous vous rendez alors que vous n'avez probablement pas choisi d'être infirmière en psychiatrie parce que vous n'aimez pas ça ou quoi que ce soit. Moi il m'est arrivé de me retrouver dans des stages, typiquement les stages de psychiatrie parce que c'est vraiment un milieu que j'affectionne pas du tout. Je me suis retrouvée dans ces stages et il faut plus ou moins faire semblant entre guillemets de s'y plaire et d'avoir envie. Donc il faut faire l'effort de s'y intéresser parce que je vous garantis que ça va vous apporter des clés pour la suite et que c'est des stages qui sont passionnants. Soyez conscient que voilà, c'est probablement pas un domaine dans lequel vous voudrez forcément travailler, mais vraiment profitez de ces stages parce que ce sont des stages qui sont très intéressants. Voilà, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre ce qu'on aime, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on nous oblige à faire. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, les stages sont très réalistes.